Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal hebdomadaire avec au sommaire le départ du Paris-Roubaix Espoir. Immersion au cœur de la course. Lily, rescapée des camps de la mort, témoigne auprès des lycéens et collégiens. Atelier artistique au collège. Nouvelle exposition à l'Office du tourisme. Lettre de remerciement pour les élèves de primaire. Rencontre entre les demandeurs d'emploi en situation de handicap et des recruteurs autour d'activités ludiques et sportives. Et enfin, les archives de Beffroi Visio. C'était une première pour la ville dimanche dernier, le départ d'une course cycliste mythique, le Paris-Roubaix Espoir. Les futurs grands champions de demain ont pris le départ au Cateau sous une pluie battante. 162 coureurs de moins de 23 ans, représentant 27 équipes françaises et étrangères, ont parcouru les 164 km, dont 35 de pavés sur les secteurs les plus légendaires du Paris-Roubaix, des professionnels. Notre équipe a tout d'abord suivi le tirage au sort de l'ordre des véhicules sportifs la veille du départ. Ensuite, nous avons pu filmer tant bien que mal, sous le déluge, la présentation des équipes sur le podium, la préparation des cyclistes et les quelques tours d'échauffement dans la ville avant le grand départ. Très sincèrement, vous êtes la cheville ouvrière de ce qui va se passer. Cheville ouvrière, oui, je suis le directeur de l'EPOM, mais je ne suis pas tout seul. Hein. Bon. Il y a beaucoup de monde derrière moi, il y a l'organisation, il y a Hubert qui s'occupe du fléchage, manotage, tous les gens de l'organisation, ça fait du monde et ça fait beaucoup de travail. Bon, voilà. Alors donc moi, ce que je voulais savoir aujourd'hui, quelles sont les règles de sécurité qui ont été mises en place pour que tout se passe bien? Déjà, la sécurité, on prend déjà deux médecins. Donc 2 médecins urgentistes, ce sont des médecins habitués qui ont l'habitude de venir chez nous de nos courses. 3 ambulances, sachant que le règlement dit qu'on ne peut pas laisser l'épreuve sans ambulance. On a eu des soucis sur d'autres épreuves, qu'il n'y ait plus d'ambulance, on arrête la course. Purement et simplement. La dernière grosse chute, le Tour de Bretagne, 90 coureurs à terre. Donc plus d'ambulance, les médecins occupés, la course est arrêtée. Voilà. Donc la décision ici qu'on prend sur l'épreuve de Paris-Roubaix, c'est le médecin-chef qui décide, bon, si c'est un transfert, une ambulance, oui, une deuxième, oui. La troisième ne partira jamais. C'est le médecin-chef qui fera appel directement aux pompiers ou au SAMU, puisque je dépose un dossier complet donc, au bureau du SDIS, au département, et également au SAMU, qui sont au courant de l'épreuve. Et s'il y a intervention, c'est le médecin-chef qui va les contacter. Je ne souhaite pas, mais j'ai jamais vu un Paris-Roubaix sans chute, hein, malheureusement. En plus, s'il fait mauvais, que c'est un peu boueux, c'est encore pire. Et nous avons combien de motards de gendarmerie dans le lot? 22. 22 motos de gendarmerie, plus la voiture du chef d'escorte qui sera donc devant moi, devant la course. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de meilleur pour cette course? Souhaiter déjà, c'est déjà bien qu'on puisse repartir. Après 3 années d'inactivité, le Covid une année, Covid des années, l'année passée, comme j'ai dit tout à l'heure, manque de sécurité. Donc il n'est pas possible pour nous, organisateurs, d'envoyer les coureurs sans sécurité. Donc on a pris une décision avec Camry Sport Organisation, on n'a pas fait. Voilà. Et cette année, bien sûr, content de partir du Cateau Cambrésis, parce que quand on s'est rencontré avec M. le maire pour la signature, je pense qu'il est plus qu'heureux qu'on a départ ici. Et je souhaite que l'an prochain, puissions repartir d'ici. On verra bien. Bon, je pense que nous sommes prêts à vous recevoir. Je pense aussi. Bon. On va d'abord faire cette édition et on verra après. Allez, on se donne déjà rendez-vous. Oui, le rendez-vous l'an prochain. Donc demain matin, vous aurez donc la présentation de toutes les équipes en tenue sur le podium de signature du département qui sera là. Et on aura la présence de la télévision flamande, la VRT. Et j'ai eu confirmation ce matin que France 3 Hauts-de-France sera là aussi. Alors, qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez au Cateau aujourd'hui? Tout d'abord parce que j'aime bien le Cateau et j'adore son maire. Non, je plaisante. Mais je l'adore quand même. Allez, je l'adore. Je suis très heureux que Serge Siméon ait pu obtenir le départ, son premier départ ici du Paris-Roubaix Espoir. Une très belle course, 154 participants, des jeunes de moins de 23 ans et de futurs champions potentiels. Moi, je suis convaincu qu'on aura une très belle course, mais une course quand même particulière parce que les conditions climatiques sont
allez, on va le dire, catastrophique. Il pleut depuis maintenant de très nombreuses heures. Moi, je viens de Lille, là, ce matin, il a plu tout au long. Donc, ils vont avoir des secteurs pavés extrêmement glissants, extrêmement dangereux. Il faut faire attention. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de casse, hein, parce que ce sont des jeunes coureurs qui n'ont pas l'expérience de leur maître qu'on a pu voir il y a quelques semaines pour faire le Paris-Roubaix professionnel. Donc, à suivre. Mais une belle course. Et puis, le cyclisme, c'est vraiment, pour moi, le sport populaire par excellence, gratuit. On va voir de grandes épreuves qui vont être dans le Nord, hein, je ne les oublie pas, les 4 jours de Dunkerque là, qui vont bientôt commencer, et puis le championnat de France professionnel, aussi sur Cassel. Donc très belle course, terre de cyclisme, c'est le Nord, et ici en particulier aujourd'hui au Cateau-Cambrésis. Alors, qu'est-ce que vous dites à ces jeunes de moins de 23 ans là? Prudence aujourd'hui, particulièrement prudence, et puis qu'ils montrent tout leur talent, parce que c'est à partir de ce talent qu'on créera de nouvelles générations de grands sportifs. C'est un grand jour aujourd'hui. C'est un grand jour, c'est une épreuve cycliste et ça reste bien dans la fidélité de l'histoire du Cateau, puisqu'on a eu un coureur cycliste, Jules Deloff, qui avait même fait le Tour de France à l'époque, hein, son vélo est au sein du Palais des Sports. Et c'est un grand jour parce qu'on a arrivé, grâce à cette association de 50 à 60 organisateurs, à faire venir le départ de Paris-Roubaix pour les semi-professionnels ou professionnels, avec la seule contrainte qu'ils aient de moins de 23 ans. Et vous allez voir des très belles équipes internationales que l'on voit sur le Paris-Roubaix professionnel. Alors c'est original, puisqu'ils vont faire 2 boucles sur le Cateau, 30 km un peu dans la campagne, la nature de l'Avesnois, et réellement Paris-Roubaix sur les pavés commence comme pour les pros commence à Inchy. Nous on le fait commencer à Briastre, parce que j'ai voulu que le Paris-Roubaix des moins de 23 ans passe devant la stèle du coureur belge qui malheureusement est décédé il y a 3 ans. Alors c'est une formidable organisation. J'espère qu'on pourra signer un contrat à l'avenir sur plusieurs années. Je comprends les organisateurs, la complexité de partir de Compiègne avec des sous-préfets, les règles et tout. Et puis, je tiens à saluer, c'est le moment ou jamais où les différents partenaires et élus politiques, j'ai le sénateur, M. Patrick Caner, qui connaît bien la ville du Cateau, Yannick Carimel, qui est avec nous, qui est conseiller départemental, Mathieu Davoine, j'ai Michel Richard, qui n'a pas dormi depuis plusieurs nuits, qui ont organisé ça avec tous les professionnels, et c'est un plus, c'est une image pour la ville. Alors tout se bouscule. C'est vrai qu'en même temps, on a bloqué un peu la ville parce qu'on a des célèbres Zik en stock. Hein. On a accueilli à peu près 5000 participants sur les 3 jours. C'est énorme pour une petite ville, hein. Il faut relativiser le Cateau. Mais ça montre que le Cateau attire dans tous des volets très différents, le sport, la culture, le tourisme. Et il faut qu'on continue comme cela. Voilà. En tant que conseiller départemental, quel plaisir ça vous donne? Alors le plaisir, il est multiple. Ici, on est au Cateau. Au Cateau, je crois qu'on incarne déjà tout ce que monsieur le maire a dit. On incarne à la fois la culture, le patrimoine, le sport, la ruralité. On incarne ce qu'il y a de plus vrai dans le département du Nord. Je pense que là, ce départ, monsieur le maire, c'est une fierté pour le Cateau. C'est une fierté pour notre canton. C'est une fierté pour le Nord. L'important dans des manifestations comme celle-là, c'est qu'on puisse envoyer des valeurs, envoyer des messages à nos jeunes, envoyer des messages à nos habitants. Le sport, la santé, vous savez que j'y suis attaché. Et tout ça, c'est des messages forts pour les habitants en milieu rural. On met en valeur ici aujourd'hui la ruralité. On a, je pense que c'est une grande chance, une énorme chance pour la ville du Cateau et notre canton de pouvoir avoir ce départ aujourd'hui. Effectivement, c'est une grande chance. Monsieur Caner l'a dit fort justement tout à l'heure. On peut comme ça donner une image différente de la ville. On peut raccrocher les belles valeurs du cyclisme aussi à la ville du Cateau. On a fait beaucoup d'efforts sur l'aspect touristique, sur le rayonnement de la ville. C'est important. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les conditions ne sont pas optimales, on va le reconnaître. Hein, mais par contre, je pense que aussi pour les jeunes coureurs, c'est une expérience formidable. Ça leur apprendra à connaître justement ces fameuses conditions du Paris-Roubaix. Et puis pour le rayonnement de la ville, de manière générale, c'est une excellente journée. Et c'est un plaisir d'accompagner mon ami Michel aujourd'hui dans cette magnifique initiative. Bien. Bon, monsieur le maire vient de dire que ça fait 3 mois que tu ne dors pas. C'est une réalité, ça? Non, on ne dira pas que je ne dors pas depuis 3 mois, on dira tout simplement que c'est toujours un stress d'organiser quelque chose, de donner le moyen de pouvoir faire en sorte qu'une manifestation se passe bien. On a des organisateurs, on a mis notre logistique au point, chose qu'on est capable de faire. On n'est pas
peut-être parfait surtout. On a travaillé pour la première fois avec Lille-Roubaix Métropole. L'année prochaine, je pense qu'à la limite, on va renouveler et on sera encore un petit peu plus performant. Et on n'a pas les conditions atmosphériques en ce moment, malheureusement. Ils vont galérer toute la journée. Et je leur souhaite bon courage. Et puis voilà, donc je pense qu'on a essayé de faire au mieux notre boulot, notre travail. Et que la ville du Cateau soit fière d'avoir des choix multiples dans leur choix de visite, de culture, de sport et puis d'organisation. Voilà. Je ne pouvais pas manquer ça, d'une part parce que j'apprécie beaucoup ce qui se passe à la ville du Cateau, et puis d'autre part, c'est une ville sportive, la ville du Cateau. J'ai connu des courses cyclistes aussi, les 4 jours de Dunkerque, des arrivées à Le Cateau. Et donc cette course est une course mythique, Paris-Roubaix c'est mythique. D'ailleurs il suffit de voir le nombre de personnes qui sont le long du parcours, et je pense que pour les jeunes il y en aura tout autant, malgré le temps, parce que le temps n'est pas au rendez-vous, et je le déplore beaucoup pour tous ces jeunes qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est sympa de voir autant de jeunes pratiquer un sport, se défoncer sur un vélo. Félicitations à eux, et puis félicitations pour l'organisation, à la ville du Cateau. C'est mental, c'est à la fois physique et mental une course comme celle-là. On sait que quelquefois il y a du bluff, il y en a un qui part alors qu'il n'a plus de ressources. Non, le cyclisme, c'est un très beau sport. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes-là? Je leur dis de faire le meilleur d'eux-mêmes, de se défoncer sur le vélo, et puis de progresser encore. On a ici certainement des étoiles à venir du cyclisme. Bon, par contre, si on nous redemande de réorganiser, est-ce que nous sommes partants? Ah, nous sommes partants, et je viens de conclure avec le directeur un rendez-vous dans 15 jours pour faire un petit débriefing et voir comment on pourrait envisager l'avenir, parce que nous sommes favorables à continuer le Paris-Roubaix des moins de 23 ans. N'oublions pas qu'on a fait plusieurs éditions des 4 jours de Dunkerque, qu'on a eu une étape aussi des Hauts-de-France, et on va continuer sur ce volet-là. Et puis je vais vous dire franchement, l'organisation est de qualité, ce sont des bénévoles, pas trop de contraintes, mais on va les aider aussi pour l'avenir. Là, c'est un test que l'on fait, eux et nous. C'est Tige de Decker, 21 ans, qui a remporté en solitaire cette 53e édition de Paris-Roubaix Espoir. Il a devancé Gil Gelders et son coéquipier Robin Orins. Tige de Decker succède à Tom Pidcock, vainqueur en 2019. Tom Pidcock est maintenant professionnel et a déjà remporté une étape du Tour de France. Maintenant, je vous propose des images au cœur de cette course. En effet, notre André National, spécialiste en sport de notre chaîne, a pu s'immiscer dans une voiture et suivre cette course au milieu des coureurs. Partons avec lui jusqu'à Roubaix. Et attention, une chute à l'arrière du peloton pour un coureur de Chambéry, il faut qu'il... Le 12 arrêté à gauche. Le 4. Le 11, 84, 63, 71. La situation de course, 20 coureurs en tête, un groupe de 10 en contre-attaque, puis un gros peloton d'une quarantaine de coureurs. En plus, la première attaque à 35 secondes pour la première contre-attaque. Cédric, pour Thierry, si tu peux envoyer les voitures, là on commence à être loin. Et 55 secondes pour une deuxième contre-attaque. 55 secondes pour la deuxième contre-attaque, voire peloton. Hervé
prie pour Thierry. Salomé, tu te mets avec la première contre-attaque, s'il te plaît, merci. Le groupe de tête de 20 coureurs avec 35 secondes sur la première contre-attaque, 35 secondes sur la première contre-attaque composée d'une dizaine de coureurs. Le premier peloton est pointé à 55 secondes. Près de l'Esco et top entrée l'Esco. Restaurant, je sais pas quoi là. Restaurant Suri peut-être. Ouais, je pense. Donc Thierry, le 163 est distancé, hein. Il va être repris par le peloton. Le 163 avec ses ennuis de cale est distancé, il est repris par le peloton. Ralenti, très léger. 50 secondes pour le peloton, 50 secondes. Le peloton est pointé à 50 secondes à l'entrée du secteur pavé de Wandini, secteur numéro 18. Le peloton entre sur le secteur d'Orchy. Donc, nouvelle situation de la course, 76, notamment avec la chute au sommet du passage pavé. Donc à l'avant on retrouve 8 coureurs avec pour l'Auto-Destiny le 5, pour Groupama le 41, pour le team DSM le 65, pour Nantes le 73, pour Jumbo Visma le 81, 84, 85 et enfin pour Bingo le 211. Et Thierry, pour la compo du groupe de contre-attaque, prends note, on retrouve le 63, le 76, 124, 45. Thierry, sortie de secteur, 3 coureurs à 1,25, 3 coureurs à 1,25, le 82, 4, 161. Ils sont à 1,25, le peloton à 1,40 pour le peloton. Et Thierry, ils sont 5 dans le groupe de contre-attaque, ils pointent avec un retard de 8 secondes, 2 x 4. La contre-attaque qui a perdu un coureur est maintenant à 8 secondes. Dans la contre-attaque, nous avons pour Groupama le 45, pour le team DSM le 63, pour Nantes. Debout et de surprise, avec particulièrement l'arrivée, eh bien... C'est fini, c'est bien. Guy Drouin, il faut leur donner, voilà les cadeaux, et bien c'est fait. Les cadeaux de la mairie du Cateau, monsieur. Oui. Voilà, tout cela, je crois qu'on peut effectivement les applaudir très très fort avec particulièrement apprécié cadeau du côté de le Château en Cambrésis. Ok messieurs. Donc ici nous vous présentons le deuxième. Donc c'est le deuxième de la course. Donc vous voyez bien que nous sommes à l'aérodrome ici. Voilà notre deuxième. On va essayer de chercher le premier. Certainement qu'on va le trouver. Did you recognize the sector pavé you saw on the TV? Yes, it's a little bit different. It all looks very easy on TV, and when you're riding on it yourself, it's a little bit more difficult. And now, what's your next goal for you? Donc là, nous vous montrons le premier. C'est le premier. Like on the Nieuwsblad, and then I go to Team Giro for the under 23, and then I will help some teammates to win GC, try to win the GC, and maybe go for a stage win myself. We will see. Okay, thank you. Congrats. Thank you. Yes. Un grand merci aux organisateurs de la course qui nous ont permis de suivre les coureurs. C'est avec une vive émotion que les lycéens et collégiens de notre ville ont rencontré et écouté Lily Léniel, âgée de plus de 90 ans, survivante du camp de la mort de Ravensbrück, où elle a vécu l'enfer. Reportage de Claude Delcourt. Au rez-de-chaussée de notre immeuble habitait un couple de personnes âgées que nous affectionnions tout particulièrement. Nous les considérions comme des seconds grands-parents,
Lorsqu'on se voyait, on s'embrassait, on s'aimait réellement. Or, cette nuit-là, eux-mêmes avaient tant peur de ces soldats effrayants. Je vous assure, leurs yeux agrandis de terreur disaient clairement « Mais partez donc, partez donc !» Parce qu'ils savaient très bien qu'en nous éloignant, les soldats nous suivraient, partaient à leur tour. J'ai eu tant de peine cette nuit-là de constater qu'au fond, leur peur était plus grande que leur amour pour nous. Alors moi c'est Léo Cauchy de la 3e Ungar du collège du Cateau et j'ai apprécié beaucoup cet après-midi car on a appris beaucoup de choses sur que ce soit l'histoire des camps, de ce qui s'est passé et ça nous a vraiment instruit et plus renseigné parce que dans les cours d'histoire en fait on nous apprend les grandes lignes et ce qui s'est passé pour les adultes mais là on a le point de vue d'un enfant, ce qui a pu nous donner un autre point de vue sur les camps de concentration et j'ai beaucoup apprécié et je remercie beaucoup Lily d'avoir participé. J'ai retenu particulièrement qu'il y avait eu beaucoup d'infections, de maladies, les conditions qui étaient plutôt atroces et ça qui m'a particulièrement choqué parce que en cours on se rend vraiment pas compte que ça peut être compliqué, que c'était vraiment très compliqué de... les conditions, tout ça, c'était très compliqué donc c'est entendre quelqu'un qui l'a vraiment vécu, ça fait vraiment, vraiment mal au cœur en fait. Bonjour, je m'appelle Lionel Laroux, je suis en 3e Ungar au collège Jean Rostand du Cateau. Et c'est un moment incroyable, c'est pas commun de rencontrer une déportée des camps. Et son histoire est touchante, c'est incroyable d'entendre ça. Et surtout, l'on nous a distribué nos numéros de matricule. Le mien était le 25 612. Ce matricule, il fallait le connaître par cœur, en français bien sûr, mais surtout en allemand. Parce que si l'on ne répondait pas à l'appel du nazi, nous recevions des coups de fouet, on avait tout intérêt à retenir son matricule, qui est resté gravé en moi à tout jamais. Je n'étais plus que le 25.612. Vous savez, les enfants, à partir de ce moment-là, nous n'étions plus personne. Nous n'avions plus d'état civil, plus de nom. Lorsqu'on s'adressait à nous, c'était uniquement par l'intermédiaire du matricule. Alors moi du coup je suis Alexis Delaporte, je suis du collège Camille Desmoulins, je suis un élève de terminale générale. Et du coup ça m'a fait très plaisir de venir à cette présentation. Honnêtement je ne m'attendais pas à être aussi passionné par tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne pensais pas prendre la parole mais je suis content de l'avoir prise. Et j'avais pas de questions, en revanche j'avais beaucoup de choses à dire, voilà. Ce que je vais retenir, c'est qu'on a beaucoup de choses à défendre. En fait, on n'est pas tout seul sur cette planète, on est plusieurs personnes différentes, mais au fond, on est tous les mêmes. Et c'est cette valeur-là qu'on doit défendre. Voilà. Et on ne doit pas non plus se battre entre nous. Parce que la guerre, au final, c'est quoi? La guerre, c'est une échéance, c'est n'importe quoi. On doit défendre ça, on doit défendre notre liberté. On n'a pas le droit de passer par la guerre pour ça. Voilà. Bonjour, c'est vrai qu'on achève aujourd'hui un moment particulièrement émouvant et important parce qu'on a réussi à faire venir témoigner Madame Lily Léniel, qui est une rescapée des camps. Et c'est un projet qui nous tenait à cœur et on a réussi à le faire collège plus lycée, ce qui est en plus une prouesse et une belle réalisation commune. Donc Monsieur Delannoy et moi-même pour le lycée, on s'est organisé pour pouvoir accueillir Lily aujourd'hui qui était extraordinaire parce que je pense que le travail de mémoire, travailler, apprendre, faire réfléchir nos élèves, c'est des moments importants parce qu'ils ne se rendent compte pas toujours de l'importance du génocide, de la catastrophe qu'a été ce génocide, surtout avec la remontée des mouvements fascistes, néo-nazis, d'extrême droite, etc. Parce qu'on regarde son nombril et que la guerre est tellement loin maintenant, on a vécu avec des décennies de paix, qu'en fait, on met des mots mais on ne sait pas à quoi ça correspond. Donc en faisant témoigner quelqu'un qui a vécu ces horreurs, qui passe très bien auprès des jeunes, qui est très dynamique et qui était petite, une dizaine d'années au moment de la Shoah. La salle était calme,
Les élèves ont posé beaucoup de questions et l'idée c'est qu'ils aient entendu pour de vrai quelqu'un. Et là je pense qu'on a tapé dans le mille parce qu'ils ont été ravis. Il y a eu plein de questions très pertinentes. Donc je pense que Lily est elle-même très contente, inlassable passeuse de mémoire on dira, et je pense et j'espère, on lui a demandé si elle pouvait revenir l'année prochaine, mais elle a tellement de lycées, de collèges à voir, je pense que c'est inestimable ce qu'elle a pu nous apporter cet après-midi et je suis ravie et encore tout émue de tout ce qui s'est passé. Vous savez, pour moi, la transmission est indispensable. Il me faut témoigner à tout prix. J'ai eu la chance, contrairement à tant d'enfants qui sont morts dans les camps de concentration, j'ai eu cette chance de survivre. Eh bien, c'est que ça devait avoir un sens. Et pour moi, le sens est évident, c'est de témoigner sans fin dans les collèges et lycées. Vous savez, c'est fou, je rencontre plus de 27 000 élèves chaque année. C'est formidable. Et il me donne cette force de poursuivre ma tâche parce qu'il faut à tout prix éradiquer cette haine. Vous savez, c'est la haine qui a amené la guerre. Donc moi, je leur dis, plus de haine. Il faut combattre le racisme qui est un fléau à notre époque, combattre l'antisémitisme qui malheureusement perdure et combattre la xénophobie. C'est quelque chose qui me tient tant à cœur et je vois à quel point ça intéresse aussi les jeunes, à quel point ils s'impliquent. Je reçois des lettres merveilleuses qui me le prouvent et ça me réchauffe le cœur. Vous savez, j'ai promis de témoigner tant que je tiendrai debout, je témoigne toujours debout, avec bien de rouge à lèvres. C'est ma dignité à moi et j'espère tenir encore le coup. Je vais avoir 91 ans, mais c'est une joie que de revoir tous ces jeunes qui me reboostent. Les questions qui reviennent, c'est bien sûr, c'est sur la vie dans les camps et puis aussi, est-ce que j'ai vu Hitler? On me pose la question. Je leur dis, il se contentait de donner ses ordres monstrueux, mais lui, on ne le voyait pas. Mais je leur dis, ça ne m'a pas manqué, vous savez. Et puis, on me pose aussi la question de ce que je pense, est-ce que j'ai pardonné? Alors je dis, on ne peut pas tout amalgamer. Je leur dis, les Allemands qui ont souffert, qui ont été contre Hitler, contre ces théories nauséabondes, c'était les premiers déportés dans les camps de concentration. Donc, aux Allemands, je ne peux pas en vouloir, mais aux nazis, jamais. On ne pourra pardonner cela, jamais. Il y a eu tant de millions de morts dans les camps. Ne fût-ce que parmi les Juifs, 6 millions sont morts uniquement parce qu'ils sont nés. Ça ne se pardonne jamais. Mais je dis aux élèves, faites bien la différence entre Allemands et nazis. Mais souffert surtout de la peur. Nous, les enfants, avons vécu pendant 2 années comme des ombres, n'osant nous montrer. Je vous disais que dans les allées du camp se promenaient constamment les SS, toujours accompagnés de leurs terribles chiens. Ces chiens étaient dressés pour attaquer les déportés. Je vous assure que nous en avions très peur. Après-midi exceptionnel, très émouvant, très prégnant, très bousculant, je dirais aussi, hein, parce que on sait des choses, mais quand elles sont dites par quelqu'un qui les a vécues, ça fait pas tout à fait pareil, je dirais. Donc voilà, une belle réussite avec le collège Jean Rostand. Et puis voilà, c'est ce qu'on disait avec les organisateurs et la qualité d'écoute des élèves, les questions très pertinentes de fin de conférence. Vraiment, ils ont été un peu comme nous tous adultes, scotchés, comme on dit, sur le discours et sur la prestance de Mme Léniel. Et voilà, je continuerai encore quelques années, j'espère, droite. Voilà ma dignité. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup.
la voix et vous. Merci les enfants. Merci à vous. Les collégiens de Jean Rostand ont pu assister à un atelier artistique dans lequel intervenait l'artiste plasticienne Ursula Caruel. Rejoignons le collège pour en apprendre plus. Donc, nous avons la chance d'avoir Ursula Caruel qui vient dans notre établissement rencontrer tous nos 3e et puis quelques-uns de nos 4e et 5e pour une intervention autour d'un élément végétal bien connu de chez nous qui est le lierre. Alors, moi, je suis originaire des Ardennes. J'ai fait mes études à Roubaix et le premier musée que j'ai visité, c'est le musée Matisse au Cateau-Cambrésis. Donc, je suis très contente de revenir ici et je vis maintenant dans le sud depuis 15 ans. Je vis à Montpellier. Donc, je travaille le dessin et principalement sur le sujet du végétal. On voit un petit peu à l'arrière. Oui, donc à l'arrière, ce qu'on voit, c'est une installation de 6000 feuilles peintes et découpées qui a été présentée à Valory dans la Drôme. Et donc c'est ce travail-là qui a servi de base et d'inspiration pour Madame de Laval pour monter le projet qu'on va réaliser ici avec les 3e. Je suis là depuis ce matin, on a vu 3 classes de 3e et donc on a vraiment regardé le lierre mais avec différentes techniques, donc avec des monotypes, avec de l'impression, de l'encre de Chine, avec du dessin, du découpage, voilà. Donc on est en train de le retourner sous tous les angles, le lierre, de comprendre déjà la plante, de comprendre tous ses bienfaits et de comprendre comment elle fonctionne pour pouvoir ensuite faire un montage. Donc ce qui est plaisant dans ce projet, c'est qu'il y a pour chaque élève une partie de travail individuel, donc ils font des choses pour eux avec leur nom dessus, de petites choses, et puis il y a un travail collectif où toutes les classes travaillent ensemble pour faire l'installation. Alors en fait on travaille principalement sur papier. Donc les techniques à l'encre de Chine par exemple, ça va nous permettre en dessinant à l'encre de Chine de comprendre la silhouette de la feuille de lierre, donc pour que l'élève comprenne les proportions, comprenne un peu plus la forme, etc. Ensuite on travaille sur la matière, donc on fait des encres de Chine diluées, voilà, donc pour jouer un petit peu aussi, faire des choses un petit peu magiques, c'est un peu ludique. Ensuite comment fonctionne la superposition des feuilles de lierre. Donc on a des petites techniques avec des pochoirs, enfin des petites formes, pour que les élèves comprennent comment les feuilles, comment la profondeur fonctionne pour les feuilles. Et ensuite on découpe plusieurs formes, on trace et puis on découpe plusieurs formes sur des feuilles peintes avant à l'encre de Chine pour former, alors je sais pas, on peut se dire 500 feuilles. Si on avait 500 feuilles à la fin de la semaine, ce serait formidable pour monter l'installation dans la salle polyvalente du collège. Donc on a un planning très précis, très précis et serré, parce qu'on aimerait, pour faire une petite exposition à la fin de la semaine, avoir vu un maximum de techniques. Moi je travaille en noir et blanc, donc on fait plein de techniques en noir et blanc pour pouvoir exposer par rapport à cette plante ressource un maximum de travaux et l'installation collective. Oh, bah, c'est parfois surprenant parce que les élèves arrivent en se disant mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont un peu surpris. Et puis on a des belles surprises, des élèves qui s'impliquent au fur et à mesure des 2 heures qui passent. Et puis voilà, on a une élève tout à l'heure là qui arrivait un peu surprise et qui était contente à la fin de venir nous montrer son travail. Elle s'est concentrée, elle a passé du temps. Donc voilà, on se dit si ça peut donner un petit peu confiance, c'est bien. Et toi? Réaction assez surprise finalement de certains élèves ou même de tous finalement, parce que c'est vrai qu'au début Ursula se présente et donc ça leur paraît long parce qu'ils pensent qu'ils vont passer 2 heures à blablater, parce qu'on va être clair. Mais en fait, très vite, une fois qu'on passe à la pratique, ils comprennent le sens et puis l'intérêt d'un artiste, en fait, de la rencontre, tout simplement. C'est ça le côté magique aussi, c'est que là, on est dans le concret et on partage et puis découvre des choses aussi, finalement, où ils ne s'étaient jamais dit, tiens, comment c'est fait. Donc finalement, alors que là, ils testent des choses. Et puis le but aussi, c'est de faire une installation finale qui va mettre à l'honneur chacun dans son ensemble, à la fois individuel et puis du coup un tout.
Et du coup, ça nous a semblé super pertinent. Et c'est pour ça aussi le lierre, parce qu'on voulait une plante qui vienne de chez nous, finalement, qui n'est pas forcément appréciée. Et puis, on prend du temps à la regarder, à l'apprécier aussi, du coup. Et puis on verra aussi que ce qu'on va en faire va être vraiment, je pense, très sympathique. Donc voilà. Je trouve que ce qui est intéressant dans le lierre, c'est que c'est une plante qui a besoin aussi des autres, qui aurait besoin ou pas besoin, mais en tout cas quand il y a d'autres plantes autour, ou qu'il y a un mur ou un grillage, elle est en interaction. Et voilà, donc les parallèles sont parfois intéressants à faire quand on parle du végétal, que sur l'interdépendance, sur le fait d'avoir besoin de la différence, d'avoir besoin de la richesse de l'autre finalement pour pouvoir grandir. Et je trouve que c'est une belle métaphore à amener au collège. Hein. Et puis mon idée aussi du lierre, c'était aussi de ramener du lien en fait. Entre oui, c'est vrai. On avait parlé de ça. Ouais. Donc voilà, c'est apparu comme une évidence. Voilà. Jusqu'au 3 juin, vous pouvez découvrir les œuvres de l'artiste autodidacte bien connu de notre ville, Didier Caudrelier, à l'Office du tourisme. Notre reporter Claude est allé à sa rencontre. Alors, parcours artistique, il est très facile à expliquer puisque je suis autodidacte. Natif de Leucateau, mon plus grand professeur et mentor fut Patrick Fenel, comme vous le savez déjà, parce que j'en ai déjà parlé lors d'une interview précédente. Et ensuite, les Beaux-Arts de Paris, pendant 2 heures. Et ensuite, le travail acharné d'un artiste qui n'en veut. Alors ici, j'ai exposé 14 œuvres. J'ai voulu exposer un panel assez large pour voir différents thèmes que je travaille. Alors notamment la nature avec la forêt, l'autoportrait. Il y a donc là, nous sommes devant des acryliques sur toile avec pour certaines des matières apportées. On a un portrait de Matisse avec, bien entendu, vu le lieu, avec du fusain et de l'acrylique, et plusieurs encres et aquarelles sur la table. Donc des thèmes très variés pour avoir un panel assez large. Alors, quelle est l'œuvre justement qui vous marque ici dans cette salle? Alors, il y a celle-ci, il y a aussi celle-ci, mais celle-ci aussi beaucoup. Alors, énormément celle-ci. Elle raconte quoi cette œuvre? Elle raconte toutes des histoires de la nature, des histoires de vie, des histoires à créer. C'est à la fois narratif, donc moi mes histoires je me les crée et au regardeur de créer ses propres histoires maintenant. Alors justement, parlons un petit peu du tableau qui est juste en face là, de nous. Alors il raconte quoi? Alors comme je viens de citer, j'ai mon histoire. Je ne vous dirai pas l'histoire que j'ai créée dessus. Ça ne sert à rien parce que ça m'importe. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'œuvre, de s'en imprégner, de pénétrer à l'intérieur et de se poser des questions. Que fait ce personnage? Pourquoi est-il seul? Où va-t-il? D'où vient-il? Etc. Et chaque personne crée son histoire. Il y a quelque chose à construire. C'est ça que j'offre en fait. J'offre pas qu'une image, j'offre un petit jeu, parce que souvent, des personnes, quand ils se retrouvent à plusieurs, discutent autour de l'œuvre. Ils disent moi je vois ça, et toi, qu'est-ce que je pense qu'elle vient d'eux et elle va. Voilà. Ce qui est intéressant, je pense, c'est d'offrir ça. Une image, mais pas la fois. C'est un prétexte à imaginer des choses, à ouvrir son imaginaire. Alors ça fait quoi d'être exposé ici à l'Office du tourisme? Ça fait bizarre, hein. Non, la question est assez étrange. Mais ça fait quoi? Non, c'est sympa. Bon, le lieu est sympa. Les personnes qui sont ici sont sympas. Et puis, bon, c'est le Cateau, quoi. Ça fait... dernière exposition que j'avais faite au Cateau, c'était en 2004 à la médiathèque, hein, donc, qui aujourd'hui ne reçoit plus d'exposition d'artistes. Malheureusement, je le déplore. Et donc, j'ai quand même accepté d'exposer ici. Pour les raisons que j'ai dites juste avant, hein. Lieu sympa, personnages sympas qui sont à l'accueil, et un retour un peu chez moi, hein, parce que je suis cathésien avant tout. Voilà. Mais exilé à Fontaine-au-Pire? Exilé, je ne sais pas si on peut dire ce terme. En tout cas, oui, je travaille mon art à Fontaine-au-Pire.
Voilà. Et donc après l'exposition ici, on vous retrouve à la Maison Forestière, je crois, prochainement. Alors, c'est une proposition qu'elles m'ont faite et c'est en pourparlers, on est en train de mettre ça au point, donc pour l'été prochain, oui. Chaque année, les élèves de nos écoles primaires dessinent pour les militaires français engagés en opération extérieure. Lors de la cérémonie de commémoration de l'armistice du 8 mai 1945, Daniel Campin a remis aux élèves des différentes écoles du Cateau une lettre de remerciement provenant de Solidarité Défense, qui est une association d'utilité publique soutenue par le ministère de la Défense. Depuis 14 ans maintenant, dans le cadre de l'Union nationale des officiers de réserve, donc au niveau national, je demande à chaque groupe scolaire de faire des dessins pour nos soldats. Pour des dessins qui sont faits en mois d'octobre et que je transmets donc à la Solidarité Défense pour qui sont envoyés donc à nos soldats qui sont en opération extérieure ou malades dans les hôpitaux, etc. Et depuis 14 ans, c'est vraiment un régal parce que les enfants, tous les groupes scolaires participent et tous les ans, on envoie environ un peu plus de 400 dessins. Ces dessins, ils sont mis dans un colis qui est donné au nom du président de la République et qui est transmis donc, à ces soldats qui sont en opération extérieure pendant les fêtes de Noël. Et donc moi j'ai demandé à l'UNOR et à Solidarité Défense de remercier ces enfants, toutes les classes. Donc chaque année, eh bien, nous remettons une lettre de remerciement qui est délivrée donc, par le président de Solidarité Défense, qui aujourd'hui est M. Bockel, ancien ministre, qui est également officier de réserve, et est signé par le colonel Ribateau, qui est président de l'UNOR, dont on vient de fêter le 100 000. Je voudrais aussi dire qu'aujourd'hui, au niveau national, le ministre des Armées, c'est un officier de réserve, il est colonel de réserve, et on prépare actuellement la loi de programmation militaire 2025-2030. Et aujourd'hui, on met j'allais dire la PC, c'est un terme d'aviateur, la post-combustion, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on augmente nos budgets et qu'on fasse vraiment un effort gigantesque pour se mettre au niveau. Voilà, donc les enfants participent au patriotisme en envoyant ces dessins. Donc je vais leur remettre à chaque groupe scolaire une lettre de félicitations et de remerciements. Alors, groupe scolaire Matisse. Quelqu'un a-t-il de Matisse? Voilà, le plus âgé. Voilà, on va le lire. Groupe scolaire Herbin, je sais que monsieur le responsable est là. Voilà. Pierre et Marie Curie. Il n'y a pas, c'est pas grave. Langevin, je crois qu'il y a quelqu'un à Langevin. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un de Langevin. Groupe scolaire Langevin. Ah, pourtant, lorsqu'on a félicité les porte-drapeaux, il y avait quelqu'un qui m'a dit qu'il était de Langevin. Bon, il est parti. C'est pas grave. Et puis le dernier, c'est Saint-Joseph, qui, comme je l'ai dit toi de chaque côté, ils font des dessins vraiment extraordinaires. Voilà, merci à tous ces jeunes. Et puis, si vous voulez, on va faire lire. Voilà. Tu veux bien lire le texte qui est là, ici? Le président de l'association Solidarité Défense de l'Union nationale des officiers de réserve et de la Fédération nationale des associations de sous-officiers de réserve adresse leurs remerciements. À noter que vous pouvez suivre l'intégralité de la cérémonie de commémoration de l'armistice dans le magazine de cette semaine. Dans le cadre du Printemps du handicap, des demandeurs d'emploi en situation de handicap et différents employeurs du territoire se sont retrouvés au complexe Osmose afin de participer à des défis sportifs, mais également des entretiens de manière incognito. Partons tout de suite les rencontrer grâce au reportage de Claude Delcourte. J'étais déstabilisée par la caméra. Et en plus, on a filmé. Bon alors, petit chou pligo.
Alors aujourd'hui à Osmose, pour le printemps du handicap, se déroule une action qui s'appelle Compétences. Donc on a organisé un tournoi en fait avec des demandeurs d'emploi et des employeurs, suivi d'un job dating. Voilà. Oui, nous avons réuni donc des demandeurs d'emploi et des employeurs, mais nous avons gardé l'anonymat. Donc nous avons souhaité mettre en place une action qui permet de recruter autrement et de mobiliser une action pour un recrutement, on va dire, de façon innovante. On facilite en fait finalement la rencontre entre les demandeurs et puis les employeurs sous une autre forme pour que les employeurs puissent découvrir en fait les demandeurs d'emploi d'une autre façon qu'à travers un CV en fait finalement. En fait, Osmose nous a proposé d'organiser ce tournoi. Donc il y avait le billard-pied, il y avait un baby-foot humain, il y avait des tirs de ballon de basket, il y avait aussi le rameur et un escape game. Oui. Donc on avait 6 équipes composées de candidats et de demandeurs d'emploi et d'employeurs qui se sont affrontés sous forme de jeu. Une très bonne ambiance, tout le monde était très content. Tout le monde nous a dit que c'était effectivement une action qui changeait et qui permettait de mettre tout le monde à l'aise. Oui, et puis aussi de casser un peu les représentations et les codes, parce qu'on est sur un recrutement avec des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, donc des personnes avec une reconnaissance travailleur handicapé. Voilà, donc en fait la journée va se continuer où tout le monde va manger ensemble, et puis après-midi, les employeurs et les candidats pourront se rencontrer sur un job dating. Dans notre rubrique Les archives de Beffroi Vision, retournons en mai 2003 au théâtre René Ledieu, où avaient lieu les rencontres musicales pour les élèves des écoles primaires, avec chant et danse au programme. Rencontres musicales des écoles primaires. Une mise en valeur du travail effectué pendant l'année scolaire. Alors donc nous avons 2 journées de rencontres musicales sur le Cateau et je crois que le dispositif est bien en place et qu'il relaie de manière intéressante la relance des chorales. On a vu les chorales refleurir en France et particulièrement sur le bassin avec le concours des intervenants extérieurs comme Monsieur le prêtre et puis bien entendu l'intervention de nos conseillers pédagogiques dont Monsieur Houzé, conseiller pédagogique en musique sur le bassin. Alors on se rend compte que la qualité y est également, les enfants chantent plus juste. C'est l'occasion sur ces journées musicales pour eux-mêmes d'écouter leurs camarades d'autres écoles. C'est la première fois que nous accueillons sur le Cateau 5 écoles extérieures. Donc ce sont 2 journées réussies qui remplissent leurs objectifs, c'est-à-dire finaliser un travail qui a été préparé pendant toute l'année, permettre aux élèves de se rencontrer et de se produire. Donc c'est ma foi une belle réussite et la salle mise à la disposition par la commune est un cadre aussi tout à fait agréable. Voilà donc bien l'objectif final, c'est qu'en définitive, ces enfants sont en communion parfaite avec non seulement leur intervenant, Monsieur le prêtre, mais aussi avec leurs enseignants, puisque de plus en plus d'enseignants les dirigent. Ces enseignants qui ont une formation en début d'année, une formation de chant choral pendant 1 semaine, ils peuvent donc pratiquer cette formation. Mais bon, moi personnellement sur le bassin, je passe dans leur classe et je les aide et leur apporte du répertoire de façon à ce que, en fin d'année, ils puissent présenter une prestation tout à fait correcte. Et on s'aperçoit que d'année en année, il y a quelques années, on avait des petites difficultés sur les plus petits, en maternelle et chez les CP, les classes venaient plus difficilement. Et maintenant, tout le monde participe. Nous avons une participation massive aussi bien des maternelles que des CP, CE1. Donc, un petit peu à la fois, c'est un brassage total de tous ces enfants, non seulement du Cateau, mais de la circonscription de Le Cateau, qui vient chanter non seulement
seulement dans une communion parfaite avec d'autres écoles, mais aussi sur une scène. C'est ça l'intérêt, c'est que ces enfants se produisent sur une véritable scène de spectacle qui est ici le théâtre de Le Cateau. Comme vous l'avez entendu, on a finalisé le projet. Donc, depuis septembre, nous travaillons des textes avec les enfants. On apprend à placer sa voix toutes les semaines. Pour chaque groupe de chorale, on a créé 9 chorales sur Le Cateau-Cambrésis. Et donc, on se produit en cette fin du mois de mai sur 2 journées, jeudi et vendredi. Voilà, donc c'est le travail d'une année et je pense que tout s'est bien passé pour ce matin. Rendez-vous cet après-midi et demain. Voilà. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.